Bonsoir, bienvenue dans Ça vous regarde, une heure de débat politique et parlementaire. Un focus ce soir sur les Républicains et ce projet qui divise le parti. Le chef du parti, Nicolas Sarkozy, a fait voter ce week-end un programme pour 2017, malgré l'opposition de plusieurs ténors comme François Fillon et Alain Juppé. Pour l'heure, la grande boucle paraît ouverte chez les Républicains. La primaire de la droite et du centre, c'est un peu comme le Tour de France. Alain Juppé était parti le premier, loin devant. L'échappée belle du vétéran n'aura pas duré, l'écart se resserre. Bruno Le Maire bombe le torse et avance comme il faut pour le moment. Nathalie Kosciusko-Morizet dénonce des pneus crevés, des coups de pression pour ne pas obtenir ses parrainages. Le patron du peloton, c'est Sarko, lui le croit, c'est déjà ça, mais patron comme en 2012, l'histoire ne repasse jamais les plats, il paraît. Reste Fillon, il attend, embusqué, prêt à poser une mine. Dangereux les mines, à cause des éclats. La bataille pour les primaires de la droite, on en parle avec vous, via notre partenaire, le JDD, via notre site lcp.fr, et puis #CVR, ça c'est pour les tweetos, et notre compte Facebook, pour être tout à fait complet. On en parle surtout avec nos invités. Hervé Guémard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député Les Républicains de Savoie, ancien ministre sous Jacques Chirac. Pour la primaire de la droite et du centre, vous soutenez Alain Juppé. Face à vous, Roger Karouchi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, ancien secrétaire d'État aux relations au Parlement sous Nicolas Sarkozy. Le même Nicolas Sarkozy que vous soutenez pour la primaire de la droite et du centre. Alain... Nicolas Sarkozy est candidat ? On va en parler. Mais les soutiens sont déjà là. Les soutiens sont déjà là. Donc le congrès, samedi, c'était un meeting c'est un pour pas, la primaire. Un pas de plus vers la candidature de Nicolas Sarkozy à la primaire de la droite. Que du bonheur. Je continue à présenter mes invités. Oui. Alain Onfray, bonsoir, vous êtes journaliste à Libération, vous suivez la droite. 2 ouvrages à signaler. Les loups et les chiens à la droite sous Sarkozy. Et aussi Jean-François Copé, Le Bon, la Brute et l'Insolent aux éditions du Moment. Ça fait réagir nos invités. Roselyne Fèvre, bonsoir. Vous êtes chef du service politique de France 24. Vous avez longtemps suivi la droite pour France 3 notamment. Avant de commencer le débat sur les Républicains et ce projet qui divise, un mot sur la disparition de Michel Rocard. Un adversaire politique pour vous deux, mais pas que. Roger Karouchi. Vous savez, adversaire politique un temps, oui, lorsqu'il était Premier ministre, mais avec le temps, il est devenu aussi quelqu'un qui, au niveau de l'intérêt général, servait son pays, et il l'a servi, y compris en acceptant des missions de Nicolas Sarkozy. Mon seul regret, c'est que la gauche n'ait pas écouté Michel Rocard. On n'en serait peut-être pas là aujourd'hui si la gauche avait pris le tournant pragmatique. C'était un homme très attachant. Nous avions 2 passions communes, l'agriculture et les pôles, l'Arctique et l'Antarctique. Alors je dis pas ça seulement parce qu'il faisait ses universités d'été aux Arcs, où je suis né, à Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs en Savoie, dans les années 70. Mais moi, j'étais un jeune gaulliste, je n'étais pas un jeune rocardien. Mais il avait publié un livre dans les années 80, dont j'aimais beaucoup le sous-titre « Toute politique n'est pas sale et toute action n'est pas vaine ». Et je crois que dans mon engagement politique, ça a été aussi une des raisons qui m'ont fait m'engager. Je signale d'ailleurs ce tweet d'Alain Juppé suite à l'annonce du décès de Michel Rocard. Mort de Michel Rocard, grande tristesse, esprit agile, culture historique, goût du débat, sans concession, mais sans sectarisme entre nous, des divergences, mais de l'estime. Alain Onfray, un mot. Ce matin, j'ai entendu une archive de l'INA où il y avait un mot de Rocard. Il disait « La politique, c'est pas un spectacle ». Et ça me paraît effectivement caractériser assez bien l'homme politique qu'il était. Et c'est d'ailleurs un discriminant assez pertinent. La gauche et la droite, c'est un discriminant, mais ceux qui tiennent la politique pour un spectacle et ceux qui se refusent à le faire, c'est un autre discriminant que je trouve assez intéressant. Voilà. Roselyne Fèvre. Attends le choix. C'était un intellectuel de la politique qui a considéré dans le fond qu'il avait eu raison trop tôt et que c'était une façon d'avoir tort. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'il meurt au moment où la politique, qu'il avait prônée depuis des années, dans le fond, se mettait en place avec pas un très très bon succès. C'est vrai, mais en tout cas, c'était un homme qui gardait quand même une certaine aigreur de n'avoir pas su faire muter la gauche et surtout de l'avoir fait gagner. Donc, en quelque sorte, il a toujours été une sorte de mouche énervante pour François Mitterrand. Et voilà, il a eu cette culture de la minorité. Et Manuel Valls en est beaucoup mieux tiré.
de cette culture de la minorité, puisqu'il a, il a été Premier ministre, sera-t-il président de la République, c'est une autre histoire. En tout cas, c'est la grande marche qu'avait ratée Michel Rocard. Alors revenons à notre sujet. Les Républicains sont de plus en plus en campagne pour les primaires de la droite et du centre. Alors derrière les apparences d'une réunion de famille à la mutualité, les candidats déclarés et les candidats non déclarés ont chacun joué leur partition avec un Nicolas Sarkozy qui fait un pas de plus vers la candidature. Au cœur des divisions, le projet pour 2017 présenté avant-hier par le patron du parti, Nicolas Sarkozy. Problème, les autres candidats ne se sentent pas, mais alors pas du tout, engagés par ce programme. Le reportage de Germain Andrieux. Première arrivée, Nicolas Sarkozy pour son dernier conseil national à la tête du parti. C'est l'heure du bilan de ses 18 mois de présidence et surtout d'adopter le projet des Républicains. Ça n'est pas le projet présidentiel de Nicolas Sarkozy comme je l'entends, c'est le projet du parti. Donc si le premier parti de France n'est pas capable de se doter d'un projet commun, à quoi sert-il ? C'est un socle sur lequel chacun pourra s'appuyer, ajouter, retrancher, compléter. Nicolas Sarkozy le premier. À l'extérieur de la mutualité, les arrivées se font en ordre dispersé. L'occasion pour chacun de faire entendre sa différence et ses réserves. Je ne participerai pas au vote parce que je pense que cela entretient une confusion regrettable. La confusion entre Nicolas Sarkozy, président du parti, et Nicolas Sarkozy, candidat en campagne pour les primaires. C'est un projet qui a été discuté mais que je ne voterai pas parce que je suis en désaccord sur beaucoup de points. Je ne considère pas que ce soit d'ailleurs tout le monde le sait, le projet commun de la famille. Non, je ne prendrai pas part au vote, mais pour autant, je trouve que l'initiative est sympathique et qu'elle permet effectivement de bien connaître les idées que propose Nicolas Sarkozy, ce qui est tout à fait respectable. À l'arrivée, un programme adopté sans surprise à la quasi-unanimité des 1000 conseillers du parti. Côté candidat à la primaire, des votes contre, des abstentions et des absences remarquées comme celle de Bruno Le Maire et d'Alain Juppé. À la tribune, Nicolas Sarkozy lance un appel à l'unité, mais dénonce toute attaque en interne. C'est plus facile d'être sur le trottoir et de parler à quelques journalistes. C'est moins facile d'être au milieu des siens, dans la famille politique qui est la nôtre, pour porter ses idées. Et oui Laurent, je respecte le choix de François Fillon d'être là, de Nadine Morano d'être là, de Michel Alliot-Marie d'être là, d'Hervé Mariton d'être là, parce que c'est à l'intérieur, quand on a des choses à dire, qu'on les dit, pas à l'extérieur. La compétition des primaires est bien lancée, mais la candidature de Nicolas Sarkozy n'est toujours pas officielle. La date limite est fixée au 25 août. Ensuite, la présidence du parti pourrait être confiée à Laurent Wauquiez et Éric Woerth. Voilà, reportage de Germain Andrieux, donc une réunion de famille où chacun a voulu jouer sa partition. Bruno Le Maire n'est carrément pas venu. Juppé s'est sauvé vers 14h pour aller voir le match Italie-Angleterre. Un très beau match, blague à part. Ça y est, la campagne a commencé. Roger Carucci avec Emma. Roger Carucci. La campagne, pour certains, elle a commencé déjà depuis 1 an, 2 ans. François Fillon, Bruno Le Maire sont engagés très tôt, pratiquement après l'élection à la présidence de l'UMP en 2014. Est-ce que c'était pas trop tôt ? Donc ça peut aussi participer d'un peu de la tension, parce que c'est vrai que une campagne trop longue, ça participe à la tension. Bon, maintenant, il y a un vote au mois de novembre. La vraie campagne, elle sera entre septembre et novembre. On sait bien que, je ne dis pas que les compteurs seront remis à zéro, mais pas loin, parce que vous aurez 2 mois et demi de campagne, donc il n'y a pas de précipitation à avoir. Il y aura une vraie campagne complète, totale, avec des débats télé, avec des réunions publiques, pendant 2 mois et demi, que le meilleur gagne. Et surtout, que l'on soit tous unis autour du meilleur, qui que ce soit, au soir du 2e tour, parce que sinon c'est un trop beau cadeau à Hollande. Donc autour du meilleur avec Guémard, selon vous, à question directe, qu'est-ce qui fait que pour vous, Nicolas Sarkozy n'a pas la capacité d'être le meilleur pour la primaire à la droite, n'a pas la capacité pour battre François Hollande? Et moi, dans ma vie politique, je me suis jamais battu contre quelqu'un, mais pour un projet et pour un homme qui le porte. Et moi, je considère, depuis très longtemps, puisque je le soutiens depuis qu'il a déclaré sa candidature fin août 2014, je soutiens Alain Juppé dans la primaire. Donc, je ne vais pas critiquer Pierre-Paul ou Jacques, ce n'est pas le sujet. Je crois que notre pays est dans une telle difficulté, quand on voit en plus ce qui se passe avec le Brexit, c'est qu'on ne va pas aller attaquer les autres. On se bat pour un projet, et pour moi, Juppé
est celui qui incarne le mieux la France actuellement. Nicolas Sarkozy l'attaque directement, on l'a vu dans le reportage. Oui, mais qu'il l'attaque, c'est pas le sujet. Sur le trottoir. C'est pas le sujet. En plus, je veux dire, vous connaissez Juppé, c'est pas le style à parler sur les trottoirs. Voilà, donc franchement, c'est pas vraiment ce genre-là. Voilà, donc il y avait cette réunion à la mutualité, un projet qui a été élaboré. Je voudrais dire d'ailleurs que pour ce qui me concerne, je n'étais pas là parce que j'avais dans ma circonscription le millénaire de la cathédrale de Moutier dans ma circonscription, dans ma vallée natale, et que si j'avais été là, je n'aurais pas pris part au vote, parce que c'est tout simplement en réalité le projet de Nicolas Sarkozy qui a sa cohérence, et puis voilà, et puis après on parlera à l'automne. Juste un mot là-dessus, parce que, bon, j'entends, c'est normal, c'est le jeu politique, si je puis dire, chacun va défendre un peu sa vision, mais il n'a jamais été dit que les candidats à la primaire étaient obligés de s'aligner sur la totalité ou 80% de ce projet. Par définition, c'est le projet de la formation politique. Ensuite, que chaque candidat à la primaire soit un peu plus libéral, un peu plus interventionniste, un peu plus européen, un peu moins européen, un peu plus sécuritaire, un peu moins sécuritaire, c'est le jeu normal. À l'issue, c'est le candidat qui ira devant le peuple. Donc, il y a un socle commun à la formation politique, largement adopté par la formation politique. Ensuite, c'est une primaire ouverte et pas uniquement avec les militants. Donc c'est normal que chaque candidat à la primaire ouverte prenne dans le socle et individualise. Je signale un tweet d'un de nos téléspectateurs, si on peut le lire, Bertrand Laprey. Sarkozy a choisi d'instrumentaliser le calendrier en faisant comme s'il n'était pas candidat en utilisant le parti, c'est ça ? C'est exactement ce que j'allais dire. Ça tombe bien. Réagissant à ce qu'a dit tout à l'heure. Bertrand Laprey vous a précédé. Tout à l'heure, Roger Carucci a dit la campagne a commencé très tôt, parlant de François Fillon et d'Alain Juppé, et suggérant par là que Nicolas Sarkozy, lui, serait resté en dehors de la campagne. La vérité, c'est que Nicolas Sarkozy est rentré en campagne en 2014, lorsqu'il a pris le parti, parce qu'il pensait que le parti lui permettrait d'écraser la primaire. Et donc, le parti, pour Sarkozy, depuis le début, c'est l'instrument de la conquête du pouvoir présidentiel. Et donc, il avait simplement fait un pari qu'il a perdu. Alors, il remonte dans les sondages, mais le pari qu'il a perdu avec certitude, c'est le pari d'écraser la primaire en tablant sur la prééminence de chef de parti. Ça n'a pas marché. Est-ce que je peux juste faire remarquer que je comprends ce que vous dites, mais en même temps, je me souviens de 2014, au moment de l'élection à la présidence du BMP, on ne peut pas dire que ça se bousculait pour être candidat. On ne peut pas dire. Heureusement pour vous, parce que si Juppé avait été candidat, Sarkozy aurait été bien embêté. C'est rien, mais ça, c'est à Juppé pourquoi il n'a pas été candidat, son problème. C'est pas à nous d'expliquer pourquoi le nôtre a été candidat, quand même. Mais au-delà de ça, je ne crois pas qu'il faille faire toujours un lien. Quand vous devenez le président de la formation politique, forcément, vous avez structurellement un avantage. Pas forcément à l'arrivée, si c'est une primaire ouverte, et pas qu'une primaire chez les adhérents. Mais on n'a pas remis en cause la primaire ouverte. On nous menaçait et on nous disait même, vous allez voir, il prend la présidence du parti pour empêcher la primaire, il n'y aura pas de primaire ouverte à l'arrivée. Ah si, je l'ai écrit. C'est pas ce que je voulais dire à l'instant. Mais je voulais dire, à l'arrivée, il y a la primaire ouverte et chacun votera. Quand je dis écraser la primaire, je veux dire qu'il tablait sur le fait que le statut de chef de parti lui donnait un tel poids que la primaire ne serait plus qu'une formalité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Roselyne Frey, quels sont les avantages d'Alain Juppé dans cette bataille, même s'il a un peu perdu de terrain dans les sondages ? Et les points forts de Nicolas Sarkozy. L'avantage d'Alain Juppé, bien sûr, c'est les sondages. C'est qu'il a choisi d'être plutôt un homme, c'est ce qu'on dit dans l'équipe Juppé, d'ailleurs, que c'est plus un homme d'État qu'un homme de conquête. Alors que c'est le contraire pour Nicolas Sarkozy. On sait à quel point il aime mordre dans la chair politique, la tactique, piéger ses adversaires. On le voit bien avec ce qu'il est en train de faire en ce moment, parce que c'est clairement, malgré tout ce que vous dites, les Républicains, c'est devenu une écurie présidentielle à partir depuis longtemps. Donc il apparaît effectivement comme le pacificateur, en critiquant, alors il ne le nomme pas, mais quand il dit qu'Alain Juppé va parler effectivement sur le trottoir, il ne le nomme pas, mais tout le monde a compris. Donc la bataille de loup a clairement commencé, et il passe pour l'homme qui va faire qu'une bouchée de ses adversaires, enfin... c'est la technique Sarkozy, j'écrabouille. Mais non, mais c'est un peu le... Ce sont ces mots, d'ailleurs. Oui,
C'est un petit peu le style Sarkozy. Alors là, puzzle, c'est ça. Oui, non, mais là, mais il jouait pas dans le finir, film de Tonton Flingueur. Il aurait pu, je le jure. Non, mais là où Sarkozy est bon, c'est sur sa manière de s'agiter, de prendre les sujets à bras-le-corps. On l'a vu sur l'Europe. L'Europe, le Brexit lui a donné du peps. Alain Juppé, c'est plus l'homme qui est en retrait. Et si je pouvais me permettre une sorte de comparaison aujourd'hui qui sonne, c'est entre un peu Mitterrand et Rocard. Mitterrand, le tacticien, qui est plus dans la politique, alors que, dans le fond, Rocard était un homme, un intellectuel, plus versé sur l'économie, on va dire, que la politique. Je ferai ce petit... Dans l'histoire, c'est Mitterrand qui a gagné, donc c'est Sarko qui gagnerait, là. Voilà. Je dis que voilà, les deux personnages peuvent se rapprocher dans le style. Voilà, il y en a un qui est capable de faire certaines choses, dont l'autre considère que voilà, il n'ose pas. Alors, 2 candidats à la primaire se sont exprimés ce matin sur ce projet d'alternance pour 2017, Bruno Le Maire et François Fillon, qui ne se sentent pas engagés par ce programme. On écoute et on réagit juste après. Le projet du parti a été présenté samedi. Est-ce qu'il vous engage ? Pas du tout. Pas du tout. C'est un projet, je l'ai dit d'ailleurs à la tribune du Conseil national samedi. Pas du tout. C'est un projet qui est intéressant. Il est normal qu'un parti ait son projet, mais dans la Constitution de la Ve République, le président de la République n'est pas l'otage des partis. Donc celui qui se présente devant le peuple, il se présente devant le peuple avec son projet. Et les Français choisiront le projet qu'ils souhaiteront choisir. Le projet qui a été adopté samedi, c'est le projet de Nicolas Sarkozy. Et moi, j'aime bien la clarté en politique. Donc, je n'allais pas soutenir un projet qui est le projet de Nicolas Sarkozy. Il y a dedans des propositions qui me choquent et qui me paraissent de très mauvaises idées. La première mesure qui est proposée, c'est le rétablissement du cumul des mandats. C'est une très mauvaise idée de proposer le rétablissement du cumul des mandats. Les Français veulent participer davantage à la vie politique. Et qu'est-ce qu'on leur dit ? Ah non, attendez, la première mesure que va proposer la droite, c'est rétablir le cumul des mandats. C'est le retour des fiefs. C'est le retour des baronnies, c'est le retour de l'entre-soi. On garde la vie politique pour soi. Mais il faut l'ouvrir, au contraire, la vie politique. Alors, Hervé Guémard, Alain Juppé a dit qu'il ne tiendrait pas compte de ce programme. Il va faire ses propres propositions. C'est ce que nous avons toujours dit, d'ailleurs, y compris en bureau politique des Républicains. Il a toujours été dit que le projet du parti n'engageait évidemment pas les candidats à la primaire. Alors, Alain Juppé travaille depuis 2 ans en labourant la France, d'ailleurs sans micro ni caméra, à la rencontre des Français. Beaucoup de gens l'aident dans sa démarche et il a décliné un certain nombre de propositions sur l'éducation et l'école, sur l'État fort, sur l'emploi et il va continuer très prochainement sur la défense. Donc il articule son projet et il fera la synthèse au mois de septembre. Ce projet voté samedi, est-ce que Nicolas Sarkozy le fera sien totalement ? Par définition, comme il préside le parti qui a adopté ce projet comme socle pour le parti, c'est quand même assez logique qu'il en soit extraordinairement proche. Ceci dit, moi je pense que dans la primaire, et au-delà de la primaire, s'il la gagne dans la présidentielle, il aura une part de liberté. Est-ce qu'il voudra aller peut-être plus loin sur un certain nombre de sujets sur l'Europe ? Est-ce qu'il voudra adapter, parce que la situation de juillet 2016 n'est pas forcément celle de mai 2017, donc forcément il y aura des adaptations. Mais c'est une ligne politique. Vous voyez, moi par exemple, ce que dit François Fillon, ça ne me choque pas. Il dit c'est normal qu'un parti ait un programme, qu'il y ait une plateforme, mais après il y a la rencontre personnelle. C'est la logique de la Ve République. Ça ne me choque pas. Mais en revanche, je suis plus heurté par ce que dit Bruno Le Maire, qui dit jamais, je ne veux même pas en entendre parler. Beaucoup de gens ont travaillé, beaucoup de gens ont participé aux conventions. Toutes les propositions n'étaient pas forcément avec le soutien de tous. Mais bon, voilà, il y a une plateforme pour le parti. Après, chacun a sa part de liberté. Bruno Le Maire qui revient sur le non-cumul des mandats. Nicolas Sarkozy l'a dit, s'il arrive au pouvoir en 2017, il reviendra sur la loi du non-cumul des mandats. J'aime tout le monde, c'est pour ça que je suis sénateur. Ouais. Mais moi, je ne cumule pas. Je ne suis que sénateur. Mais je vais vous dire, est-ce que c'est un bon message qu'on lance ? Il y a un site totalement indépendant du Sénat, comme il y a le même à l'Assemblée, sénateur.fr, qui m'a classé premier sénateur sur les 348 pour l'année 2015. À l'époque, sur l'année 2015, j'étais président de la commission des finances de la région Île-de-France et sénateur.
ça ne m'a pas empêché d'être premier en présence. Je crois que c'est un faux problème. Quand j'étais au gouvernement, chargé des relations avec le Parlement, on avait fait une étude complète sur la présence des députés et sénateurs. Savoir si c'est ceux qui cumulaient qui étaient le moins là, si c'est ceux qui n'étaient que sénateurs ou députés qui étaient le plus là. Ça n'est pas vrai, ça ne marche pas. En revanche, il y a un problème d'implication, qui est des mesures à prendre par rapport aux professions, par rapport au cumul d'emplois et d'activités, par rapport à un certain nombre de choses. Oui, que ce soit clarifié. Oui, c'est pas ça qui fait la République, ni le travail du Parlement. Nicolas Sarkozy. Mais je ne cumule pas, donc je vais bien. Nicolas Sarkozy qui veut revenir sur le cumul des mandats, c'est pour s'allier les élus. Mais ça marche un peu d'ailleurs. Ouais. Moi j'ai rencontré, je pourrais vous citer des noms de députés maires. Oui, bien sûr. Mais ça séduit, c'est séduisant parce qu'il y a des députés maires qui sont gênés de devoir abandonner un des 2 mandats. Et c'est d'ailleurs uniquement pour ça que Nicolas Sarkozy fait cette promesse assez extravagante de dire dès 2017. Je restaure le cumul des mandats. C'est très compliqué techniquement. Alors c'est possible d'après les juristes, mais extrêmement compliqué, très acrobatique. Et ce que ça exigera, c'est que le président élu, si c'était lui, devrait dire que sa première mesure, c'est de toute urgence, c'est la restauration du cumul des mandats. Franchement, c'est difficile d'y croire. Et ça fait partie du projet qui est donc, effectivement... avec la réduction du nombre de parlementaires. Mais comme tout le monde, ça tout le monde l'a. Si un texte, ce sera un texte commun, on ne va pas faire mais je trouve, très honnêtement, de commencer un quinquennat alors que l'urgence est sur 2 piliers, la question économique et sociale et la question de la laïcité, qui curieusement est absente du projet des Républicains. Il y a il y a un chapitre sur l'immigration, mais il n'y a rien sur la question de la laïcité, j'ai vérifié avant de venir. Je trouve que commencer un quinquennat par remettre en cause le cumul des mandats, je trouve que c'est tout simplement pas possible et pas souhaitable. Donc ça, pour un certain nombre d'entre nous, c'est un marqueur de différence par rapport au projet des Républicains. Il avait proposé aussi, rappelez-vous, devant le comité pour le mariage, contre le mariage pour tous, il avait dit qu'il reviendrait. Il avait dit oui, alors que Bruno Le Maire, effectivement, avait le micro qui ne tremblait pas. Et Nicolas Sarkozy était un peu tombé dans le panneau en disant ça ne mange pas de pain. C'est-à-dire qu'il est capable de faire la même chose. Non mais voilà, il y a comme un petit côté Chirac quand même, on est élu et puis on verra après. Tout à l'heure c'était un petit côté Mitterrand, maintenant c'est un petit côté Chirac. Oui, mais écoutez, tous les coups l'on gagne, là ça va. Bon, tous les coups l'on gagne, c'est le bon secteur. Non mais au-delà de ça, moi j'entends bien, vous savez, moi je me suis abstenu sur ce texte de loi, mais moi je n'ai pas d'état d'âme. C'est vrai que la réflexion peut évoluer, surtout sur un texte qui n'a été adopté qu'en 2013, appliqué en réalité à partir de 2014. Il y a beaucoup de changements d'avis quand même sur le référendum, sur le Brexit. Oui, un référendum, puis finalement non, puis finalement oui. Non, puis... sur le Brexit, il a changé d'avis. Non, pas sur il a changé de position. Sur peut-être d'autres sujets, il a pu évoluer, mais sur le Brexit, non, il était assez clair dès le début. Sur un référendum, c'était au début, oui, il était... Sur un nouveau traité. Référendum sur un nouveau traité, bien évidemment. Sur ce projet, Nathalie Kosciusko-Morizet dit que si on tranche sur le projet dès maintenant, la primaire, ce sera juste un casting, il n'y aura plus d'échange d'idées. Elle n'a pas tort. Pardon, mais c'est le projet de Nicolas Sarkozy, il faut le rappeler. C'est tellement le projet de Nicolas Sarkozy qu'avant même ces conventions qui étaient censées élaborer le projet, il donnait des interviews dans les journaux pour expliquer, pour donner la liste la veille. Il donnait la liste les conclusions des mesures qu'il allait proposer. Elles étaient dans les journaux la veille des conventions. Donc c'est le projet de Nicolas Sarkozy. Donc, là, vous exagérez. Il y a eu un travail qui aboutissait à la convention. Évidemment que le travail réalisait les conclusions. Pas le jour même de la convention, mais la veille, entre les experts et tout. Après tout, cela dit, il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les uns et les autres. Parce qu'on a le niveau économique. C'est 366 pages de libéralisme dans le texte. Avec un peu d'État, quand même. D'État, bien évidemment, étatisme, libéralisme, toujours une bonne dose, ça c'est signé Nicolas Sarkozy. Mais dans le fond, la vraie question, c'est comment pouvoir mettre en œuvre tout ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit qu'avec une petite loi El Khomri, il y a le feu en France, et l'argument de la droite, c'est de dire, dans le fond, le suffrage universel sera plus fort que la rue. Mais moi, je ne crois pas, parce que vous allez vous heurter à un corps social extrêmement brutal et vous n'allez pas être immunisé contre les grèves ou contre la CGT ou contre toutes les corporations
sous prétexte que vous aurez annoncé la couleur avant. C'est ça, moi, je trouve, la difficulté aujourd'hui pour la droite. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Parce que pourquoi Hollande, les deux grosses difficultés qu'il a eues au cours de son quinquennat, c'est avec des projets dont il n'a pas du tout parlé pendant sa campagne électorale. C'est 1, la déchéance de nationalité. Oui, c'est votre argument, bien sûr. Mais... 2, la loi El Khomri. Moi, je fais le parallèle avec 95. Pendant la campagne présidentielle de 95, Jacques Chirac avait parlé beaucoup de la réforme de l'hôpital. À tel point que dès qu'il a été élu, il a mis en place un haut conseil de la réforme hospitalière. On a fait la réforme de l'hôpital sans aucune difficulté. À l'époque, j'étais un très jeune, trop jeune peut-être, secrétaire d'État à la santé. En revanche, sur le sujet de la sécurité sociale, il n'y avait rien dans la campagne de Jacques Chirac. C'est seulement 6 mois après son élection qu'on a présenté le projet de réforme de la Sécu, et beaucoup de gens qui défilaient avaient raison de dire, pouvaient dire de bonne foi, on a voté il y a 6 mois pour un président de la République, il ne nous a pas parlé de la réforme de la Sécu, et maintenant on nous met une réforme de la Sécu. Vous avez fait le contraire, vous aviez parlé de la fracture sociale et vous avez fait les grèves de 95. On n'avait pas parlé de la réforme de la Sécu. Non, mais vous aviez parlé de la fracture sociale. C'est bien la raison pour laquelle, ce que dit Juppé, c'est que moi je fais mon projet pour la France, et s'il est adopté, je le mettrai en œuvre, et donc j'ai mandat du peuple pour le mettre en œuvre. Alors, bien sûr qu'il y aura des difficultés, mais évidemment... Il ne faut pas que ça vous immunise contre la CGT qui ne votera pas pour vous. Évidemment. Voilà. Mais on fera. Par exemple, dans la campagne de 2007, Nicolas Sarkozy avait annoncé une réforme des retraites. Elle a eu lieu, elle n'a pas plu à tout le monde. Il y a eu des manifestations, sans trop de dérapage et de violence, et au final, la réforme a été accomplie, et on est passé à 62 ans. Là, moi, je pense que si le candidat... Elle n'était pas prévue, la réforme. Il s'est adapté. Elle était prévue dans le programme 2007. Oui, absolument. Donc là, quel que soit le programme du candidat de droite, et quel que soit le candidat de droite, s'il dit... Voilà ce que je ferai sur les 35 heures. Voilà ce que je ferai sur le temps de travail en général. Non, mais je ne vous dis pas que les syndicats vont applaudir des deux mains, mais ils ne pourront pas dire, une fois le président élu, vous ne l'avez pas dit, le peuple français n'a pas été consulté, il aura été, par définition, consulté. Et l'élection présidentielle se fera sur un projet, pas seulement sur une image. C'est plutôt sain que la droite se dise capable de se faire élire sur ses réformes. Voilà, mais... Alors, il faut tenir jusqu'au bout. C'est parce que le programme d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy, sur le plan économique, il y a des différences. Mais enfin, elles sont pas colossales. On va voir ça sur le fond du sujet. Alors, il y a des augmentations de budget pour la police, la justice, un plan Marshall pour la ruralité, augmentation de budget pour la défense, ça veut dire de nouvelles dépenses. Comment vous faites pour trouver pour pas augmenter les déficits et trouver des économies avec ces augmentations. Alors, si vous trouvez des économies, où vous les trouvez Puisque Nicolas Sarkozy, lui, s'est engagé à ce qui est, dès juillet 2017, s'il est élu, on va pas... dès juillet 2017, 2 textes. Un sur la réduction des dépenses publiques, un sur la réduction de fiscalité, d'ailleurs. Et sur les dépenses publiques, on le sait bien, alors... Je ne veux pas revenir sur le fameux débat du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, sauf dans quelques corps comme la justice, la police, l'armée, parce que par définition, il y a des nécessités, mais on sait bien qu'on fera des réformes qui feront des économies sur la fonction publique de manière générale, sur les collectivités locales, non pas dans le sens d'aujourd'hui, mais dans le sens de dire, par exemple, que chaque fois qu'il y a un transfert de compétences à une collectivité, l'administration d'État ne pourra pas continuer à être aussi nombreuse. Il y a des réductions de dépenses dans le domaine social, sur un certain nombre de mesures qui coûtent cher. Il y a un plan sur l'hôpital, il y a un plan sur les subventions et l'ensemble des allocations, il y a un plan sur l'AME et sur l'immigration. Bon, voilà, évidemment... C'est pas possible de dire on va pas économiser 100 milliards en un an, c'est sur 5 ans. C'est pas sur un an. Donc en parallèle, oui, il y aura des réductions de dépenses publiques. Il vous convient ce programme avec Emma c'est pas le même. C'est pas le même. Alors moi je vais pas rentrer dans les détails. On a en France aujourd'hui 57% de la richesse nationale qui part en dépenses publiques. Bon, alors ces dépenses publiques sont loin d'être toutes inutiles. Et ça aussi, il faut l'assumer. Donc, il faut des dépenses publiques, y compris dans une économie libérale. Mais 57%, c'est le maximum mondial avec la Finlande ou le Danemark. Donc l'objectif d'Alain Juppé, c'est de revenir en gros à 50% pendant la durée de son quinquennat, s'il est élu. Donc pour revenir à 50%, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord de la croissance économique.
Parce que quand le produit intérieur brut augmente, mécaniquement, la dépense publique baisse. Et c'est pourquoi il fait toutes ces mesures d'électrochoc, le déclic de confiance en début de quinquennat pour relancer l'emploi. Et ensuite, il faut faire des économies. Et des économies, on prend l'exemple des forces de l'ordre. Moi, quand je discute avec des policiers et des gendarmes, ils me disent, on a au bas mot 40% de notre tâches qui sont des tâches administratives, où c'est de la paperasse. Et quand on fait de la paperasse, on n'est pas sur le terrain. Donc, il faut diminuer la paperasse. Et 2, la paperasse qu'il reste à faire, il faut le faire faire à des fonctionnaires de statut civil et qui ne sont pas formés, excellemment d'ailleurs, pour les opérations de sécurité publique. La journée de carence que les socialistes ont supprimée quand ils sont arrivés, que Nicolas Sarkozy et la majorité de l'époque avaient mise en œuvre, ça a provoqué immédiatement dans les 3 fonctions publiques, c'est-à-dire l'hôpital, les collectivités locales et l'État, des dépenses supplémentaires. Donc on sait très bien qu'il y a un certain nombre de marges de manœuvre. Moi, je gère une collectivité départementale. Ces dernières années, je m'honore voulais comprendre ce qui vous différencie de ne du pas projet, avoir augmenté les impôts projet et voté d'avoir fait samedi. des économies. Roselyne Febvre. Non, parce que vu d'avion comme ça, vous proposez tous à peu près entre 110 milliards Temps de travail qui passe de 35 heures à 37 heures, vous êtes pour 39. Vous payez 39 alors. 39. Oui, oui. 37, ça peut être. 37, c'est pour base, et Sarkozy. À partir de 37, Alain Juppé, très exactement. C'est l'objectif, l'exonération c'est des de heures revenir à supplémentaires. 39 heures. Donc les 35 heures, c'est fini, la durée légale La durée légale passe de 35 à 39. On laisse 2 ans aux entreprises, parce que nous croyons aux accords d'entreprise pour négocier ce retour. Et si c'est en deçà de 39 heures dans le cadre d'un accord d'entreprise, eh ben c'est tout à fait valide. On veut mettre de la liberté dans le système. Je voulais juste poser une question. Sur ces 100 milliards, ça va être coupé en deux, 50 milliards pour la protection sociale, j'imagine, et puis les 50 autres milliards, les fonctionnaires, alors 300 000 en moins, en tout cas pour Nicolas Sarkozy. Mais alors, ça veut dire que si vous pérennisez la police, l'armée, et il y a l'armée, oui, la justice, vous allez taper sur quoi? Les profs? Attendez, non, mais... les profs. À l'ancien inspecteur général de l'éducation nationale que je suis, oui, mais par exemple, moi j'étais l'un de ceux qui ont un peu écrit sur l'éducation dans le programme de Nicolas Sarkozy. Mais la création par le gouvernement socialiste de 60 000 postes pendant ce quinquennat qui vient de s'écouler, est-ce que ça a amélioré le système éducatif français? Est-ce que ça a amélioré nos résultats? Est-ce que ça a amélioré l'encadrement? En réalité, non. Parce que ça a été très mal fait, parce que le vrai problème de l'éducation, c'est pas toujours plus d'argent, toujours plus de profs, toujours plus en quantité. C'est complètement une réforme sur quels sont les fondamentaux. Est-ce que, par exemple, on multiplie les options dans les établissements scolaires, etc. Et ça, nous disons, là, il y a des économies considérables à faire. Pas sur le dos des enseignants, mais par l'arrêt de la démultiplication ou de la création de postes. Donc, effectivement, là, il y a des choses, effectivement, où il y a des marges d'économie. Je voudrais rappeler un chiffre. Entre 1998 et 2013, en 15 ans, il y a eu en France 1,4 million de fonctionnaires de plus. Ah oui. Est-ce que les Français sont plus heureux ? Est-ce que le chômage a baissé ? Est-ce que le pays est mieux géré ? La réponse est non. Alors, sur le 1,4 million de créés, il y a peut-être 100 000 emplois ou 150 000 emplois que je mets à part. C'est les emplois dans les maisons de retraite, dans les établissements pour personnes âgées dépendantes et les établissements pour personnes handicapées. Parce que ces créations-là sont justifiées, utiles. Ce sont de bonnes créations d'emplois publics. Mais pour peut-être 150 000 emplois de création d'emplois justifiés, on a 1 150 000 ou 1 250 000 dont on ne sait pas à quoi ils ont servi pour améliorer le bonheur commun, si je puis dire. Donc, je crois que chacun peut le comprendre. Si je peux rajouter un élément, par exemple. On a protesté, enfin certains ont protesté contre la création d'emplois dans les collectivités locales. Parfois à juste titre, mais parfois un peu de manière excessive. L'État a continué de voir une progression de ses effectifs en transférant beaucoup de compétences aux collectivités. À un moment, il faut un peu de responsabilité. Donner un peu plus d'autonomie, donner plus de liberté, donner plus de responsabilité aux collectivités. Vous n'êtes pas tenu d'avoir une multiplication d'emplois. De la réduction de la dépense publique, on arrivera assez facilement à avoir des points communs, avoir un accord entre Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon et Bruno Le Maire. La différence, la singularité de Nicolas Sarkozy, elle est sur la baisse de l'impôt sur le revenu, immédiate, 10%.
Ça, c'est un point, peut-être que Hervé Gaimard nous en dira un mot, qui n'est pas dans le programme de Juppé, et il n'est même pas d'accord du tout, si j'ai bien compris. Il y a la question sécuritaire aussi. La campagne se fera sur des questions identitaires. Oui. La grosse différence entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Le vrai risque, il est là. C'est ce que je dis, il y a les deux piliers, il y a l'emploi et il y a la question de la nation française. Et je pense vraiment... Vous allez l'aborder aussi Bien sûr. D'ailleurs, Juppé l'a déjà abordé dans son bouquin sur l'État fort. Il y a un chapitre complet sur l'immigration, un chapitre complet sur la laïcité, et au mois de septembre, il fera son là-dessus. projet pour la France. On peut en parler, on a des points communs, et puis des points peut-être où certains vont plus loin. Mais l'échec de Hollande, à l'arrivée en 2017. Ce ne sera pas uniquement du chômage, des déficits, de la dette, du mal-vivre, etc. Ce sera aussi cette espèce de gigantesque, d'invraisemblable remise en cause chez les Français de leur identité, de leur destin commun et de leur sentiment de se dire quel est l'avenir de la France ? Est-ce qu'il y en a encore un ? Est-ce que ça a encore du sens d'être français ? Quand même, le pouvoir socialiste aura réussi ce tour de force de mettre le doute, la désespérance dans l'esprit des Français. Et ça, il faut y répondre par une vraie réponse sur l'identité et sur la sécurité. Alors, dans cette identité, je voudrais rajouter une chose. Oui. Fernand Braudel, dont tout le monde se réclame aujourd'hui, qui a écrit l'identité de la France, a dit au moment de la parution de son livre, c'est un concept qu'il faut manier avec beaucoup de précautions. Bien sûr. Notre pays est dans une situation extrêmement difficile. On sent qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup de violence exprimée, beaucoup de violence contenue. Et je pense qu'on est sur une ligne de crête. Et la raison pour laquelle je soutiens ardemment Alain Juppé, c'est que je pense qu'il faut quelqu'un sur ce sujet qui ne fasse pas d'embarder. Parce qu'il ne faut pas souffler sur les braises, qui ne demandent qu'à partir. Vous pensez qu'il y a un siphonnage possible de l'électorat du Front National par rapport à la situation du pays, mais il faut savoir réagir de manière raisonnée. L'électorat du Front National, c'est un électorat volatile. Il fallait qu'on ait un petit point de désaccord. Pour illustrer ce que vient de dire Hervé Gaimard et les embarder, il suffirait, on n'a pas le temps, de repasser le discours de Nicolas Sarkozy au Conseil national, lorsqu'il est parti sur l'identité et qu'il a expliqué, visant implicitement Alain Juppé, que la droite doit imposer l'assimilation, insistant très fortement sur ce terme et disant il faut que les étrangers s'assimilent, c'est-à-dire adoptent le mode de vie français, aiment la France, parlent le français, etc. Ce qui est une évidence pour tout le monde. Mais il a une manière d'insister là-dessus. Il suggère par là que Alain Juppé serait peut-être un petit peu plus respectueux des cultures d'origine. Si, c'est ça. C'est pour ça qu'il le fait. Il n'a pas dit ça. Là-dessus, moi, je pense que j'entends bien ce que dit Hervé. Mais là-dessus, et pourtant Dieu sait que je fais partie de ceux qui sont extraordinairement prudents et modérés. Mais je pense qu'on a atteint un niveau tel de contestation de l'unité de la nation, de développement des communautarismes, de force de ces communautarismes par rapport à ce qu'est la nation, que dire, je ne dis pas ce qu'il se dit, mais que penser qu'on peut faire tout ça dans la sérénité, ça n'est pas vrai. À un moment, je suis désolé, sans embarder, il faut des gestes forts, parce qu'à un moment, il faut dire halte au feu. La nation française, ça a du sens, la laïcité, ça a du sens, l'unité, ça a du sens, et on ne peut pas remettre en cause directement ou incidemment ce qu'est l'unité par tous les moyens communautaristes. Donc, qu'il y ait des décisions très fortes, qu'il y ait un discours très fort, moi, franchement, ça ne me choque pas, parce que j'ai vu dans les écoles la remise en cause très forte. J'ai vu des écoles où, au moment des attentats, les gens n'étaient pas exactement dans la consternation. Donc, à un moment, il faut se dire, attention, il faut mettre vraiment des lignes jaunes. Alors, d'une manière ou d'une autre, tout le monde est d'accord, mais il n'y a pas débat. Force de débat. Et c'est pour ça que ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y a rien sur la laïcité. Parce que c'est au travers de tous les chapitres sur l'éducation, sur la nation. J'ai bien lu. Sur la laïcité, il y a beaucoup de choses. Sur l'éducation, il y a des choses. Il y a beaucoup de choses. Notamment l'interdiction du voile à l'université, auquel Nicolas Sarkozy tient beaucoup. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il tiendra jusqu'au bout avec cette proposition. On verra. Mais ça m'étonnerait. L'interdiction. Il n'est pas le seul là-dessus. Problème juridique, peut-être constitutionnel. Pourquoi D'après les jeux Dans cette émission, Madame, Messieurs, on a l'habitude de donner la parole à nos sentinelles citoyennes. Avec nous, Maxime Tory. Bonsoir, vous êtes conseiller municipal de Montmorency, auteur de Les jeunes meurent toujours les premiers. Vous avez peut-être une réflexion, une question? Oui, alors j'ai une question pour M. Carucci et M. Gaimard.
J'ai lu le programme adopté par les Républicains et malheureusement, je n'ai rien vu sur le renouvellement de la classe politique, qui est pourtant une demande forte des citoyens. Aujourd'hui, par exemple, 90% des Français... Il y a le cumul des mandats Il y a le retour au cumul des mandats. Alors, non seulement, mais il n'y a rien non plus sur la limitation du cumul des mandats dans le temps. Or, moi, je suis élu local, je vois sur le terrain que c'est le Front National qui capte cette demande de renouvellement, et je voulais savoir si c'était simplement une première étape, ou si on comptait vraiment ne rien faire vis-à-vis de ce problème. Vous êtes interpellé ? Oui, mais moi je réponds, parce que je ne suis pas sûr que ce que dit notre ami internaute soit exactement dans un programme. Parce que moi je suis très conscient du fait que, par exemple, le Front National récupère beaucoup de jeunes. Pas sur le cumul des mandats, hein, mais il récupère beaucoup de jeunes sur la remise en cause de l'identité, de la nation, etc. L'action du renouvellement, elle doit se faire notamment, alors ça sera peut-être un sujet, sur les investitures, sur le renouvellement de la classe politique, c'est-à-dire essayer de mettre plus de jeunes, faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes qui soient des députés ou des sénateurs, essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes en mairie, etc. Le renouvellement, c'est pas uniquement dans un programme, c'est l'action au quotidien de faire en sorte que des jeunes émergent. Vous voulez dire si vous êtes favorable ou pas, par exemple, à l'interdiction, à la limitation du cumul dans le temps des mandats, par exemple, ce qui est dans le programme de Bruno Le Maire. C'est-à-dire 3 mandats et pas plus de 3 mandats. Franchement, je ne suis pas convaincu que ce soit un élément fort, parce qu'après tout, il y a quand même des électeurs dans ce pays. Un facteur de renouvellement, c'est pour ça que je pose la question. Non, mais si on veut mettre, par exemple, des limites d'âge, moi j'étais plutôt pour qu'il y ait une limite d'âge maximum. Bon, ça, j'ai pas été suivi, donc je dis plus rien. Mais cette limite d'âge maximum, pardon, mais aucun des candidats n'a voulu suivre en me disant non, c'est plutôt un problème effectivement soit de durée de mandat, mais pas un problème de limite d'âge. Si on veut mettre plus de jeunes, il faudra à un moment renouveler la classe politique. Mais le renouvellement, il se fait par la parité, il doit se faire par le rajeunissement des candidats. Mais le renouvellement, il devrait aussi se faire quand on peut regarder en Grande-Bretagne ou dans les autres pays. Bon, là, je ne parle pas du suffrage universel, mais quand, mettons, un parti où il y a eu un échec, ou voilà, je pense que l'homme politique qui est à la tête de cette formation politique devrait partir. En France, on continue à avoir nos vieux crocodiles. Ceux qui ont gagné ne veulent pas. Alors, nos vieux crocodiles qu'on voit régulièrement. Je pense qu'il pourrait y avoir aussi un renouvellement dans la façon de regarder la politique soi-même. C'est-à-dire, quand on a perdu, on s'en va. Alors, cette primaire, c'est à l'origine la primaire de la droite et du centre, mais les centristes, on ne les voit pas beaucoup. Il y a une candidate qui veut représenter ce courant, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet, qui plaide pour une primaire la plus ouverte possible. On l'écoute et on réagit juste après. Pour que la primaire de la droite et du centre soit réussie, il faut qu'il y ait plusieurs millions de Français qui viennent voter. La primaire de la gauche avait rassemblé 3 millions de Français en 2011. Là, ce n'est pas la première primaire, donc logiquement, il devrait y avoir plus de monde, on n'essuie plus les plâtres. Et puis bon, on sait qu'en plus, en 2017, il risque d'y avoir Marine Le Pen au 2e tour de l'élection présidentielle. Donc, primaire de la droite et du centre, elle prend un relief un peu particulier. C'est un peu plus que juste nous départager entre nous. Ce serait normal, ce serait important qu'il y ait beaucoup de Français qui viennent voter. C'est aussi une garantie de force pour le candidat, quel qu'il soit, qui en sera issu, sa capacité à rassembler la famille politique, sa dynamique vers l'élection présidentielle. Mais pour ça, il faut que le parti s'engage pour la réussite d'une primaire véritablement ouverte. Alors NKM, c'est la centriste de la primaire ? Roger Carucci ? Je ne sais pas ce que veut dire centriste, moi parce qu'il y a autant de centristes aux Républicains qu'il y en a à l'UDI en réalité. Donc personne n'est propriétaire d'une étiquette, voilà. C'est pour ça que ce classement dans des catégories étanches, je trouve, ne correspond pas à la logique de l'élection présidentielle, puisque par définition, c'est un homme ou une femme qui présente son projet à la nation. Là, pour le coup, ça va être d'abord entre nous pour les primaires de la droite et du centre les 20 et 27 novembre prochains. Chacun se détermine par rapport à son projet et les électeurs choisissent. On n'est pas obligé de cocher des cases en disant je me mets dans tel groupuscule ou dans telle chapelle. Là, je partage tout à fait l'avis d'Hermé. Parce que pour essayer de rassembler sur la gauche des Républicains. Quand vous avez, avec Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, avec Nicolas Sarkozy par exemple, Marc-Philippe Daubresse ou d'autres,
il y a plein de centristes qui sont restés à l'UMP puis aux Républicains, qui participent à la primaire. Alors après, est-ce que l'UDI va décider ou pas? On avait la possibilité à un moment d'avoir Jean Arthuis, et puis il s'est fait un peu rappeler à l'ordre, et on ne sait pas ce que veut faire l'UDI. Mais à la fin de la fin, s'il y a 3-4 millions de Français qui vont voter, ils ne seront pas tous de droite, il y aura un certain nombre de gens plutôt un peu centristes qui vont aller voter. Donc, le fait qu'il y ait, je pense qu'au final, il y aura au moins un candidat issu de la famille centriste, mais c'est même pas le sujet. Quand on a essayé après de nous cataloguer à l'intérieur, celui-là est un peu plus centriste, celui-là est un peu plus écolo, celui-là est un peu plus étatiste, on verra. Après tout, les électeurs choisiront. Mais ce que j'ai déjà dit à Nathalie, c'est que, attention à ne pas confondre l'ouverture de la primaire, qui est totale, avec le fait que l'opinion publique soit plus à droite aujourd'hui qu'il y a 5 ans, ou 6 ans, ou 10 ans. Ça, c'est vrai. Mais c'est lié à tout, au terrorisme, aux difficultés sociales, etc. Mais ça, chacun fait ses propositions. Après. Alors, qui pour battre François Hollande, si c'est François Hollande qui est en face? On le voit, Nicolas Sarkozy, on le voit dans les sondages, reste une personnalité encore clivante, Alain Onfray. Oui, c'est bien de le rappeler, parce que c'est vrai que la remontée des sondages fait courir une sorte de rumeur comme quoi ça se serait équilibré. Il se resserre. Mais il y a encore 20 points d'écart au deuxième tour. Dans les sondages. Ça reste quand même très très confortable. Je vais vous donner le dernier sondage pour la primaire. On va les commenter ensemble. Alors, dernier sondage pour la primaire de la droite et du centre, sondage TNS-Sofres. Intention, voilà, si on peut le voir à l'écran, voilà, dans intention de vote au premier tour de la primaire, Alain Juppé, 37%, Nicolas Sarkozy, 30%, Bruno Le Maire, 15%, c'est le troisième homme, puis François Fillon, 8%, NKM, 3%, en queue de peloton, Hervé Mariton, Frédéric Lefebvre ou Jacques Millard, Geoffroy Didier, 0,5%. Intention de vote au second tour, donc l'hypothèse d'un duel Juppé-Sarkozy, c'est Alain Juppé qui l'emporterait, 61% devant Nicolas Sarkozy, 39%, ce en cas de primaire ouverte, sachant que 24% des électeurs français envisagent d'aller voter à la primaire de la droite. Ça, c'est énorme. Et du centre. Ça fait 6 millions de... C'est énorme. Non, mais c'est pour ça que ces sondages doivent être pris avec précaution. D'abord, ces sondages doivent être pris avec précaution. Oui, mais moi, je regarde le sondage avec beaucoup de délectation, parce que ça fait marrer comme ça. D'abord, dans ce sondage, dans la Sofres, le 61-39, un mois avant, c'était 70-30, c'est-à-dire que l'écart de 40 points est devenu 20. Et on ne sait jamais quel est l'échantillon, parce que la Sofres dit un quart des électeurs français vont aller voter, c'est-à-dire quasiment 10 millions. Bon, d'autres instituts de sondage disent on joue sur 4 millions. D'autres sur 3. Alors on se dit, alors il y en a qui jouent sur 3, il y en a que sur 4, il y en a sur 10. C'est-à-dire qu'en réalité, les sondages n'ont pas beaucoup de sens. Laissons la campagne se faire entre septembre et novembre, et laissons les gens voter. Plus il y en aura, plus il y aura de légitimité pour le candidat, mais on ne sait pas à l'avance combien il y en aura. Pour expliquer cette réticence vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, beaucoup de Français, d'après les sondages, expliquent... On ne choisit pas Nicolas Sarkozy parce qu'il prendrait sa revanche en 2017. Est-ce que... c'est une histoire de revanche. Non, pour lui, sans doute. Parce que d'ailleurs, à la mutualité, là, samedi, c'est là, je crois, qu'il avait dit en 2012 son faux vrai retrait de la vie politique. Donc sa revanche, bien sûr qu'il est sans doute animé d'une revanche, mais n'oublions pas qu'il a hystérisé une partie des Français à un moment qui, dans le fond, ne le supportait plus. Alors, la force de Nicolas Sarkozy, c'est effectivement son activisme. On voit qu'il reprend du peps. Effectivement, dans les crises, il fait fureur. Il est capable d'aller voir Merkel, effectivement, d'aller voir Obama. Juppé va voir Merkel aussi. Non, j'entends bien. Non, mais sauf que Nicolas Sarkozy le fait plus savoir peut-être que un savoir-faire et le faire savoir. Voilà. Donc, et ce que je disais tout à l'heure, j'en reviens à ce que je disais, dans le fond, il y en a un qui aime mordre dans la chair politique et qui est un homme de conquête, et l'autre qui, on va dire, attend plus le pouvoir comme un homme d'État qui va essayer. Alors, je ne suis pas sûre que l'identité, son concept d'identité heureuse, soit aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les terrorismes, etc. C'est un objectif. Est-ce qu'on se bat pour l'identité malheureuse? Non. Bien évidemment. On ne nie pas la cité. Oui. On ne nie pas ce qui se passe, mais dans un projet, il faut élever la ligne d'horizon. Il faut proposer des objectifs positifs.
Non, mais c'est Oui, c'est toujours- ça, Non, mais c'est ça. moi, je partage l'avis d'Hervé. Faut après élever la tout. ligne d'horizon. Tant mieux si dans 10 ans, l'identité française est heureuse. Le seul élément, et c'est là où on diverge Oui, on un fait peu, quoi pour qu'elle c'est le qu'on soit, se dit, hein. voilà, c'est qu'on se dit, vu l'excès d'un côté aujourd'hui pour la remettre en cause, il faut un peu... Eh ben, un Juppé peu- a des c'est- propositions Oui, oui, extrêmement tout- précises qu'on peut Mais, détailler si vous savez, voulez, et qu'il défend depuis le mois de janvier dernier. Le vrai écart, puisque vous parlez de François Hollande, c'est que un temps, on nous disait dans les sondages, Hollande pourrait battre Sarkozy. Pas Juppé, pas Fillon. Ah non, il y avait des sondages qui disaient ça il y a 6 mois. Bon, maintenant, tous les sondages, pauvre Hollande, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une primaire à gauche, enfin, paraît-il, Hollande est battu par tout le monde et très largement. C'est sûr, je m'étais permis de dire au Conseil national que l'admirance, c'est que au début de son mandat, Nicolas Sarkozy intervenait auprès de Poutine pour empêcher le conflit en Géorgie et que François Hollande téléphonait à Leonarda. Est-ce que donc tous les sondages montrent que les Français n'ont pas envie d'un match retour Hollande-Sarkozy? Est-ce qu'on va vers ça, Alain Onfray, ou à Hollande-Juppé? On ne peut pas faire de pronostic. Non, mais là, franchement, je peux pas dire. Non, mais c'est effectivement l'énigme de cet automne, parce que la campagne, elle est déjà lancée, encore une fois, je le redis, depuis 2 ans. Mais cet automne, c'est vrai qu'on passe à un autre rythme. Il va y avoir des confrontations directes entre les candidats, ça c'est la première fois. Et le mystère pour nous tous, c'est comment Sarkozy, on connaît par cœur, on sait comment il va se comporter. Alain Juppé, on ne sait pas comment il va être dans des débats. Comment il va se comporter, Sarkozy, Nicolas Sarkozy? C'est un combattant, il va être agressif, il va être violent, il va le faire avec talent, voilà. Bien sûr, ouais. Alain Juppé, on ne sait pas. Alain Juppé, on ne sait pas. Je suis pas sûr même que Hervé Guémard sache. Hervé Guémard, comment il va se comporter, Alain Juppé? Ça, vous savez comment il est. C'est un homme. Son lieutenant. Non, mais il n'y a pas de lieutenant ou de lieutenant-colonel. Alain Juppé est un homme d'État qui a une très grande expérience du pays, parce que tout le monde a oublié qu'il a été quand même 10 ans député-maire du 18e arrondissement. Avant lui, c'était la gauche, et après lui, ça a été la gauche à nouveau. Donc, c'est un homme qui a été chef de parti, qui sait ce que c'est que le combat politique. Et moi, je n'ai aucun doute sur sa capacité. J'ai pas dit, parce que Balladur a été un excellent Premier ministre. Édouard Balladur a été un excellent Premier ministre. Mais Alain Juppé est un homme aguerri qui sait ce qu'il veut. Il ne se présente pas par hasard à l'élection présidentielle. Voilà, et je suis persuadé qu'il saura convaincre. Moi, j'ai juste un doute. On parlait tout à l'heure de la violence qu'on vit, la violence sociale, et ça va être juste la résistance, mais ça se pose pour tous les candidats ou ceux qui vont être élus, la résistance à faire les réformes, dans le fond. Est-ce qu'on va tenir bon? On parlait de la campagne. Oui, j'entends bien. Après, on parle de l'après, voilà. Oui, mais... J'entends bien, mais c'est la question qui nous est un petit peu moi, posée. Dans le fond, la résistance, parce qu'on ne va pas voter sur un projet idéologique, parce qu'il est à peu près pareil, c'est du pareil au même. On va voter plutôt sur une personnalité, sur une capacité à conduire effectivement un pays. Sarkozy, on le connaît. Pas vous le dire tout de suite. Juppé, on ne le connaît pas trop dans l'exercice au sens de cet exercice. Mais non, mais de chef d'État, Hervé Guémard. De chef d'État. Ah bah oui, mais alors de ça. chef d'État, de celui qui décide. Franchement, il était Premier ministre des Affaires étrangères. Un Premier ministre ne décide pas. Il a transformé Bordeaux. Mais un Premier ministre ne décide pas. Moi, j'ai totale confiance. Moi, je pense que le mot de la fin. La situation en novembre sera déterminante. Si on est dans une situation tendue, les gens iront vers ça. Est-ce que vous ferez ce que vous avez dit? Voilà, c'est le seul sujet. Je voulais juste, avant de terminer, signaler ce tweet de Bertrand Laprey à Nicolas Sarkozy, comme Alain Juppé devrait répondre à la question: pourquoi feront-ils en 2017 les réformes qu'ils n'ont pas osé faire? Et on a posé la question à nos internautes: seriez-vous favorable à un match retour entre Nicolas Sarkozy et François Hollande? 78% de non et 22%. Ça n'est pas un sondage. Voilà, en tout cas, merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. Demain, on parle de la loi travail qui fera son retour à l'Assemblée nationale. Retour des manifestations aussi demain, les dernières de l'été, affirme-t-on du côté des syndicats. Bonne soirée, à demain.